normalement, ça devrait être bon. Alors, bonjour à tous. Je vais juste demander à Alizé et à Zidane, qui sont modérateurs aujourd'hui, de bien vérifier. Oui, l'enregistrement est lancé. Donc, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intérêt pour le concours vétérinaire post-bac. Donc, je vais me présenter. Attendez, je vais juste lancer plutôt. Je vais mettre, pardon. Voilà. Donc, je vais me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Soraya Chemoun et je suis responsable du service du concours post-bac et je suis située au sein de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc là, je vais commencer par partager la présentation. Voilà. Donc, normalement, vous avez bien accès à la présentation. Alizé, Julie, vous pouvez me confirmer que la Oui. présentation... D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter... Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais tout d'abord vous présenter donc, les différentes voies d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Donc, on a le concours post-bac qui permet d'entrer en première année commune des écoles nationales vétérinaires. Puis, les autres voies d'accès qui permettent d'entrer en deuxième année. Donc, je vais vous parler rapidement des autres voies d'entrée. Donc, on a le concours A, après une prépa de 2 ans en BCPST. Donc là, c'est une entrée minimum après Bac+2. Le concours ATB qui se fait donc après un baccalauréat technologique type STAV. Après aussi donc une prépa aussi de 2 ans, donc prépa ATS. Le concours B qui est après une licence de biologie. Le concours C qui se fait à partir de la deuxième année, après une deuxième année de BUT ou un BTS, suivi d'une prépa ATS, donc une entrée minimum après 3 années après le bac, et ensuite la voie D après un master, donc au moins 5 ans après le bac. Donc comme vous pouvez le voir, le concours post-bac permet d'intégrer la première année commune et les autres voies la deuxième année commune, mais le concours post-bac permet d'entrer beaucoup plus rapidement, permet d'avoir un diplôme beaucoup plus rapidement que les autres voies qui demandent des études beaucoup plus longues. Maintenant, on va passer à la diapositive suivante. Donc, les objectifs du concours post-bac. Donc, un des objectifs du concours post-bac, c'est de raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les autres pays européens, la durée des études est de 5 ans à 6 ans. Le concours post-bac permet d'être vétérinaire au bout de 6 ans. Et pour les autres voies, il faut compter au minimum 7 ans, 8 ans, voire plus. Cette voie permet aussi de recruter de très bons élèves qui ont des qualités personnelles avérées, d'améliorer la mixité sociale des étudiants, et aussi mixité sociale des étudiants grâce à l'introduction notamment d'un taux de boursier minimal qui était en 2022 de 14%. Ça permet aussi d'améliorer la diversité territoriale, parce que pour les voies d'accès, en fait, les étudiants sont plutôt issus des grandes métropoles. Alors, je vais vous parler des conditions d'éligibilité pour pouvoir passer le concours post-bac. Donc, ces conditions d'éligibilité sont définies dans l'arrêté du 1er août 2019. Alors, il y a des conditions de nationalité. Donc, les candidats doivent être obligatoirement élèves de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, Suisse, Islande, Norvège et Liechtenstein. Ces conditions de nationalité s'appliquent pour toutes les voies d'accès et donc sont communes pour tous les autres concours. Alors, les conditions d'éligibilité dans les écoles vétérinaires publiques, donc pour la voie post-bac, il faut tout d'abord être scolarisé en classe de terminale
en France ou à l'étranger et préparer pour la première fois un baccalauréat général. C'est-à-dire que les personnes qui font une reprise d'études, par exemple, ou qui sont déjà inscrits en classe préparatoire, ne pourront pas passer le concours. Heu, il n'est aussi pas possible de redoubler sa classe de terminale et le concours n'est pas ouvert aux élèves de classe de terminale, professionnelle ou technologique. Les candidats de l'hémisphère sud, pourront passer le concours post-bac, même s'ils passent les épreuves du baccalauréat en décembre 2022. Donc il faut être français, donc les Français de l'étranger qui préparent, pour la première fois ou qui ont obtenu dans l'année scolaire un diplôme équivalent au baccalauréat général peuvent parfaitement candidater. Donc pour cela, il faut formuler et confirmer un vœu sur Parcoursup, donc pour la formation concours commun vétérinaire, formation vétérinaire bac+6, concours commun vétérinaire. Alors, donc là, nous allons voir, le choix des spécialités. Donc si vous êtes en terminale, le choix des spécialités est déjà fait. Ce qui n'est pas le cas encore si vous êtes en première, vous avez encore la possibilité, pour l'année prochaine, de réfléchir, à votre matière que vous souhaiterez abandonner. Alors les écoles vétérinaires recommandent 3 triplettes, c'est-à-dire la SVT ou biologie-écologie, donc pour les lycées agricoles, la physique-chimie et les mathématiques. Et si vous décidez d'abandonner, les mathématiques, nous recommandons de prendre les mathématiques complémentaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune matière, n'est obligatoire. Il n'y a pas de spécialité excusez-moi, aucune matière n'est obligatoire. Il y a uniquement des spécialités recommandées ou fortement recommandées. Donc je parlerai un peu plus tout à l'heure, des spécialités dans le cadre de la phase d'admissibilité. Alors, comment postuler, au concours post-bac? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles nationales vétérinaires sont signataires de la charte Parcoursup que nous respectons scrupuleusement. Alors, comment candidater? Donc, les candidatures se font uniquement sur Parcoursup, c'est-à-dire qu'aucune demande d'inscription en dehors de Parcoursup ne sera acceptée. Donc, il est inutile de contacter les écoles vétérinaires pour vouloir candidater. Le concours est 100 conforme à la charte Parcoursup, donc c'est-à-dire que nous respectons, scrupuleusement les procédures de Parcoursup et bien entendu le calendrier de Parcoursup. Tout se passe sur la plateforme Parcoursup, c'est-à-dire l'expression des vœux. Donc, là, pour l'année prochaine, donc l'ouverture, de l'expression des vœux se fera à partir du 18 janvier. Le paiement des droits d'inscription, la confirmation des vœux, qui doit être fait impérativement avant le 6 avril à minuit, l'annonce de l'admissibilité, la convocation aux épreuves de sélection, l'annonce de l'admission qui se fera à partir du 1er juin et le choix de l'affectation de l'école. Pardon. Donc ce qui n'est pas géré par Parcoursup, pardon. Donc il y a le questionnaire de préorientation, les épreuves à proprement dites et l'annonce de la non-admissibilité. En fait, ce qui se passe, c'est que Parcoursup, pour le moment, n'envoie pas de message aux élèves non admis. Donc, ce que nous faisons par contre, c'est que pour éviter, que vous soyez trop stressés, nous vous enverrons, un mail pour, malheureusement les candidats qui ne seront pas admissibles. Alors, comment postuler? Donc, comme vous le savez, le concours est commun aux 4 écoles vétérinaires. Donc, vous devez, sur Parcoursup, formuler un vœu pour le concours commun, puis mettre ensuite en sous-vœu les écoles nationales vétérinaires souhaitées. Le choix de l'école se fera sur Parcoursup en juin en cas d'admission. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Parcoursup, même si vous êtes très bien classé, Parcoursup ne vous fera pas de proposition de vœux si vous n'avez pas demandé l'école. Donc c'est pour ça que nous recommandons, bien entendu, de
de candidater pour les 4 écoles, sauf si, bien entendu, vous ne souhaitez pas être affecté dans une des écoles pour des raisons, par exemple, d'éloignement géographique. Donc le choix du vœu commun aux 4 écoles, donc c'est un vœu parmi les 10 autorisés par Parcoursup, mais aucun sous-vœu, même si les 4 écoles sont choisies sur les 10 sous-vœux autorisés par Parcoursup. Donc Parcoursup, donc, comme je vous disais, ne propose pas de place pour une école non demandée, c'est-à-dire que même si vous êtes très bien classé et que votre classement vous aurait permis d'avoir une place au sein d'une école, cette place sera proposée au candidat le mieux classé qui aura demandé cette école. Alors, donc comment postuler? Donc nous allons voir qu'il y a 3 phases et nous reviendrons sur chacune d'entre elles. Alors la première phase, c'est la formulation et la confirmation du vœu sur Parcoursup, avec le paiement des droits d'inscription. Il y a un questionnaire de préorientation à remplir, donc tout ça doit être fait avant le 6 avril à minuit. Il y a ensuite la phase d'admissibilité, donc sur dossier, et la phase d'admission sur épreuve. Alors, la phase 1, donc sur Parcoursup. Donc, dès l'ouverture de la phase de candidature sur Parcoursup, c'est-à-dire à partir du 18 janvier, une fois que vous aurez choisi donc, le vœu du concours vétérinaire post-bac, vous obtiendrez un lien qui vous permettra de payer vos droits d'inscription, donc directement sur l'application Paybox. Donc le paiement se fera uniquement sur carte bancaire. Les droits d'inscription s'élèvent à 60 € pour les élèves non boursiers et 5 € pour les élèves boursiers. Ce montant, les droits d'inscription ne seront pas remboursés en cas de non-admissibilité. C'est un droit pour s'inscrire en ligne qui est prévu par arrêté. Le montant est largement inférieur à celui des autres écoles, qui est compris entre 80 et 150 € pour les autres concours. Et le paiement est obligatoire pour pouvoir confirmer ensuite votre vœu sur Parcoursup. Et ce qui se passe, donc une fois que vous avez payé, le niveau du paiement, il n'y a rien d'autre à faire. Paybox envoie automatiquement l'information à Parcoursup qui coche la case prévue à cet effet dans votre dossier. Bien entendu, étant donné que vous avez jusqu'au 6 avril pour payer les droits d'inscription et que c'est bloquant si vous n'avez pas payé, il ne faut pas attendre la dernière minute. Par exemple, il y a des fois certaines personnes qui ont des problèmes de carte bleue refusée et dans ces cas-là, on ne pourra rien faire pour vous. Il n'y a que votre banque qui pourra débloquer la situation. Phase 1, donc questionnaire de préorientation. Donc, sur Parcoursup, vous obtiendrez aussi un lien qui vous enverra vers le site internet du concours avec un espace réservé. Donc, sur ce site, vous devrez créer un compte et remplir le questionnaire de préorientation. Donc, c'est un questionnaire qui prend à peu près une quinzaine de minutes, c'est assez rapide. Ce questionnaire ne sera disponible, comme vous avez besoin de votre numéro de Parcoursup, ce questionnaire ne sera disponible que pendant la phase de candidature. Donc ça ne sert à rien d'aller dès à présent sur le site internet, vous n'y aurez pas accès. Alors, à quoi sert ce questionnaire? Le questionnaire permet de sensibiliser les candidats, tout d'abord de savoir s'ils sont capables de suivre des études vétérinaires. C'est des questions qui sont posées sur le niveau scolaire et voir si en fonction de leurs résultats, ils pourront suivre ou non des études vétérinaires. Et aussi, il y a des questions sur les représentations de la profession vétérinaire pour savoir si elles sont réalistes ou pas. Alors, au niveau du questionnaire de préorientation, il n'y a ni de mauvaise ni de bonne réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le questionnaire de préorientation, il n'est pas noté, il n'est pas conservé et il n'est pas utilisé pour l'admissibilité ni pour l'admission. C'est une simple attestation PDF à téléverser dans Parcoursup, mais
qui est obligatoire pour confirmer le vœu. Cette attestation est différente du questionnaire des licences de biologie, par exemple. Donc pareil, il ne faut pas attendre la dernière minute pour répondre au questionnaire. Ça risque d'être bloquant si vous avez des soucis, par exemple, de connexion. Donc, la phase d'admissibilité. Alors, au niveau de la phase d'admissibilité, pardon, les notes prises en compte sont les notes de première et les notes de terminale. Pour la première, il y a les 3 notes de spécialité et 2 notes de spécialité. Pour en première, les notes de français, d'histoire-géographie, de langue vivante A et B. Les autres matières telles que enseignement scientifique, philosophie ou sport ne sont pas du tout prises en compte. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Ne sont pas du tout prises en compte. Alors, je vais faire ça comme ça, voilà. Et les options ne comptent pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les écoles vétérinaires recommandent très fortement les spécialités SVT, biologie, écologie pour les lycées agricoles, physique, chimie ou mathématiques. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un poids décroissant en fonction des spécialités choisies. Donc, il y a une différence de poids, mais cette différence n'est pas disqualifiante pour être admis si vous avez d'excellents résultats. Au niveau des notes, la priorité est accordée aux notes du baccalauréat, car elles sont harmonisées au niveau national. Donc, normalement, au niveau des notes du baccalauréat, ce qui sera pris en compte, c'est la note de français du bac, donc écrit plus oral, plus les notes de spécialité de terminale. Comme les épreuves auront lieu l'année prochaine au mois de mars, nous aurons vos notes de spécialité de terminale sur votre dossier Parcoursup. Concernant les autres notes, donc en l'absence de notes du baccalauréat, nous utiliserons la moyenne des 3 trimestres rapportée à la moyenne de la classe, c'est-à-dire l'écart entre la moyenne de l'élève et la moyenne de la classe. Cela, en fait, c'est fait pour des raisons d'équité, car on sait qu'il y a certains lycées qui notent plus dur et d'autres plus généreusement. Ensuite, il y a aussi la prise en compte des bacs internationaux, binationaux, le fait d'être en semestre, dans certains établissements, les élèves sont en semestre. Donc toutes ces spécificités sont prises en compte. Nous n'utilisons pas d'algorithme, mais un outil d'aide à la décision qui nous permet d'étudier des cas particuliers manuellement. Ensuite, deuxième phase, l'admissibilité. Alors, en plus, donc, le dossier représente à peu près 80% de la phase d'admissibilité. Pour l'admissibilité, il y a aussi d'autres éléments qui sont pris en compte. Donc, des éléments qualitatifs de la fiche à venir. Alors, la fiche à venir est remplie complétée par le professeur principal ou le professeur référent. Alors, ce qui est pris en compte dans la fiche à venir sont les capacités à s'investir, les méthodes de travail, l'autonomie et l'engagement citoyen. Alors, pour la capacité à s'investir, la méthode de travail et l'autonomie, donc elles sont évaluées donc, avec des notes de 1 à 4, de non avéré à excellent, et l'engagement citoyen, c'est oui ou non. Il y a aussi le projet de formation motivé, mais qui est obligatoire donc pour pouvoir candidater. C'est une sorte de lettre de motivation que vous devez faire pour chacun des vœux exprimés. Et ce projet motivé pourra être utilisé dans la phase d'admission. Et il y a aussi l'environnement scolaire qui est pris en considération. Alors, les épreuves d'admission. Donc, les candidats admissibles passeront les épreuves d'admission. Alors, ces épreuves d'admission sont des épreuves innovantes
Aussi bien sur le fond que sur la forme. Ce sont des épreuves qui auront lieu en visioconférence. Il n'y a pas besoin de se déplacer et le fait d'être en visioconférence, c'est plus équitable pour les candidats. Par exemple, on a aussi des candidats qui viennent des DROM-TOM et c'est beaucoup plus compliqué pour eux de venir sur Paris que les personnes qui habitent déjà en région parisienne. Le dossier scolaire n'a aucune influence sur la phase d'admission, c'est-à-dire que les compteurs sont remis à zéro. Ce ne sont pas des épreuves classiques. Il y a 7 ateliers de 10 minutes, 4 mini-entretiens scénarisés et 3 QCM. Ces épreuves d'admission sont faites il y aura des examinateurs qui seront formés et interchangeables. Au niveau des examinateurs, il y a à la fois des enseignants des 4 écoles vétérinaires et aussi des praticiens. Alors, ces épreuves, donc il y a expérience en relation avec la profession vétérinaire. Les stages ne sont pas obligatoires. Si jamais vous avez fait des stages, ce n'est pas la peine de nous envoyer les attestations de stage ni les lettres de motivation. Elles ne sont pas demandées par Parcoursup, donc elles ne seront pas acceptées. Il y a aussi perspectives d'avenir. Donc là, c'est pour vous faire voir si les candidats se sont bien projetés, quel type de métier ils souhaitent faire et savoir s'ils ont une connaissance vraiment de la réalité du métier. Approche du bien-être animal, c'est pour savoir si vous avez une connaissance raisonnée et cohérente du bien-être animal. Dilemme éthique, ça sera des questions de type sociétal. Il y a aussi interprétation de données, donc là c'est pour savoir si vous arrivez à lire et comprendre des graphiques ou des courbes. Calcul arithmétique, donc là au niveau du calcul arithmétique, le programme c'est niveau collège avec notamment des produits en croix. Bien entendu, l'utilisation de la calculatrice euh, est autorisée. Et il y a une dernière épreuve qui est l'aptitude visio-spatiale. Donc là, l'aptitude visio-spatiale, donc c'est la représentation dans l'espace d'une image en 2D et en 3D. Parce qu'en fait, ça sera notamment utile pour la suite pour les cours d'anatomie. Alors, quels sont les profils des étudiants que l'on souhaite avoir dans les écoles nationales vétérinaires? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020. Ces attendus sont précisés sur Parcoursup. Donc, ce qui est important, c'est un bon niveau scolaire, donc avec des bonnes connaissances et compétences scientifiques, des qualités intellectuelles, donc agilité intellectuelle et capacité de raisonnement et d'argumentation structurée, bonnes connaissances et compétences méthodologiques, connaissances et expérience du travail avec les animaux et leurs produits, en établissement de soins vétérinaires, en élevage et dans l'industrie, mais aussi des qualités humaines avec des bonnes compétences en communication, de l'empathie, de la bienveillance et de l'écoute. Alors, l'organisation des épreuves orales et des QCM. Donc, les épreuves d'admission auront lieu sous le logiciel Zoom. Il faut impérativement avoir une connexion haut débit stable. Il faut que la connexion puisse tenir au minimum 2 heures. Il faut avoir une webcam et un micro de bonne qualité. Il faut que vous soyez parfaitement audible et qu'on puisse parfaitement vous voir. Les épreuves ont lieu sous des conditions très strictes. Il s'agit d'un concours, donc vous devez être impérativement seul dans une pièce fermée et vous devez aussi avoir derrière vous votre téléphone portable. Donc je tiens à préciser qu'il faut absolument faire très très attention au numéro de téléphone que vous communiquez sur Parcoursup parce que c'est ce numéro de téléphone qu'on utilisera si jamais on a besoin de vous appeler.
Alors, donc les épreuves, toutes les informations sont annoncées sur Parcoursup, mi-avril. Vous aurez des documents et des vidéos, explicatives. Au moins une semaine avant le début des épreuves. Il faudra impérativement faire des essais avant pour vous assurer, que vous n'avez pas de problème d'ordinateur, de casque, de micro. Alors, pour ces épreuves, pour les épreuves, ça sera dans des sessions de 7 candidats. Vous serez, mis en confiance et répartis dans les sous-salles par des étudiants en école vétérinaire qui sont sélectionnés et formés. Donc ça permettra de vous accueillir dans les meilleures conditions et les étudiants vous feront passer d'un atelier à un autre, ce ne sera pas à vous de le faire. Il faut bien lire et respecter scrupuleusement toutes les consignes. Par exemple, l'utilisation des tablettes est interdite pendant les épreuves d'admission. Alors les dates. La clôture des vœux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le 6 avril. Les épreuves orales auront lieu du 24 au 28 avril, avec une session de secours le 2 mai. Alors cette session de secours, c'est vraiment s'il y a des gros problèmes de connexion au moment des épreuves. L'idéal pour éviter, d'être stressé, c'est vraiment de bien faire, tous les tests, auparavant. Les épreuves, auront lieu, lorsque les élèves de la zone C et de la zone B, seront en vacances. Donc pour les élèves de la zone A, il faudra, bien demander, une autorisation d'absence à votre lycée et la convocation que vous récupérez sur Parcoursup servira de justificatif d'absence. Voilà, alors les nouveautés, pour 2023. Donc pour répondre à la demande croissante, de vétérinaires sur le marché du travail, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire poursuit le plan pluriannuel de renforcement des 4 écoles nationales vétérinaires de France engagées en 2022. Au niveau du concours post-bac, comment ça se traduit? Donc en 2021 et 2022, il y avait 160 places au concours. À partir de 2023, donc dès l'année prochaine, il y aura 220 places au concours. Puis pour actuellement les élèves qui sont en première, il y aura en 2024 280 places. Donc pour l'année prochaine, ça représente 55 places par école vétérinaire. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le communiqué de presse du ministère, du 10 novembre 2022, il est disponible sur le site du concours et le site d'Elenva. Deuxième nouveauté pour le concours 2023, le concours post-bac n'est pas décompté parmi les 2 présentations autorisées pour les autres concours vétérinaires. Donc si vous passez le concours, vous avez donc 3 chances pour intégrer une des écoles nationales vétérinaires publiques. Et 2 chances uniquement si vous décidez de ne pas le tenter. Vous gagnez une chance en le passant. Donc nous vous recommandons vivement, si vraiment vous voulez devenir vétérinaire, de passer le concours vétérinaire post-bac. Le recrutement par la voie post-bac devient aussi la voie d'accès de référence aux ENV. Alors, quelle proportion? Donc les candidats qui passent les épreuves et les candidats admis. Donc là, on va voir les taux de réussite. Alors en 2023, il y aura 840 admissibles, donc 840 candidats qui passeront les épreuves d'admission et il y a 220 places. Donc pour les admissibles, il y a 26,2% de chances d'être admis. Il y a aussi environ 14% de places réservées aux boursiers. En 2024, ce taux sera rapporté à 33,3%. C'est-à-dire qu'un candidat sur 3 admissibles sera admis dans une des 4 écoles vétérinaires. Alors, qu'en est-il pour les autres voies d'accès? Pour le concours A, BCPST, en 2022, il y avait 1939 inscrits pour 323 places.
c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 16,6% de taux de réussite au concours. Et ce chiffre va encore diminuer en 2024. Pour le concours ATB, il y avait un taux de réussite de 15,7%. Le concours B, 9,3%. Le concours C, 28,3%. Et le concours D, 6,7%. Donc le taux de réussite pour intégrer une des écoles vétérinaires est beaucoup plus important par la voie post-bac. Oups, excusez-moi. Pardon, désolée. Voilà. Donc là, je vous rappelle l'adresse du concours vétérinaire post-bac. Donc il faut impérativement créer un compte dès le mois de janvier avec le lien que vous obtiendrez sur Parcoursup. Vous devrez impérativement bien mettre votre numéro de dossier Parcoursup. Indiquer votre adresse email, donc surtout bien indiquer la même adresse email que vous avez renseignée sur Parcoursup. Votre nom et votre prénom, pareil, identique à celui renseigné sur Parcoursup. Ensuite, le site internet est un site responsive web design, c'est-à-dire que son contenu s'adapte automatiquement selon l'appareil utilisé. C'est-à-dire que vous pouvez consulter le site depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone ou même d'une tablette. Sur le site internet, vous avez énormément d'informations. Vous avez aussi, par exemple, des vidéos sur les coulisses du concours. Donc là, vous verrez l'envers du décor, c'est-à-dire voir comment ça se passe au niveau des étudiants qui accueillent les candidats. Il y a aussi des témoignages de candidats qui ont réussi le concours via la voie post-bac. Et vous avez aussi une rubrique qui vous permet donc une rubrique questions et contacts. Cette rubrique vous permet d'accéder à une FAQ. Donc la FAQ, on essaie de reprendre toutes les questions qui nous ont été posées depuis 2 ans maintenant. Et donc, on a répondu aux questions. Et si jamais vous ne trouvez pas la réponse à votre question, vous pouvez aussi nous poser des questions. Merci pour votre attention. Merci Soraya. Moi, je voudrais vous dire quelques mots à tous et à toutes. Je suis le professeur Marc Goni, ancien directeur de l'école d'Alfort qui organise ce concours. Je voudrais remercier Soraya pour sa très claire présentation de ce projet dont j'ai eu la charge de le concevoir et de l'organiser pour le compte du ministère de l'Agriculture. Vous êtes très, très nombreux, vous êtes près de 550 là, donc on a 2 étudiants de l'école vétérinaire d'Alfort qui ont essayé de centraliser les questions que vous avez pu poser. Donc, on ne pourra sans doute pas répondre à tous. Donc, encore une fois, vous avez beaucoup d'informations sur le site du concours. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter et à poser des questions pour lesquelles on n'aurait pas pu apporter des réponses aujourd'hui sur la fac que Soraya vient de vous présenter. Les étudiants, allez-y, si vous avez pu regrouper les questions. Vous êtes là? Alizée, Julie? Oui, excusez-moi, c'est qu'avec tous les messages, c'était un peu caché. Alors, une première question qui revient régulièrement, c'est au niveau des spécialités. On demande si vraiment on devrait être fortement pénalisé si on n'a pas pris ce fameux trio physique, chimie, SVT, maths experte. Et par exemple, si la SVT notamment a été abandonnée, est-ce qu'ils sont mettre un conseil donné par des bruits de couloir que on peut abandonner la SVT et garder la SVT, la physique, chimie, maths experte? Est-ce que c'est pénalisant, pas pénalisant? Voilà. Enfin, c'est conseillé en tout cas.
Non, comme je disais tout à l'heure, en fait, toutes les spécialités sont acceptées. C'est pas pénalisant, mais effectivement, ça dépend aussi des résultats qu'ils ont dans les autres spécialités, en fait. Et en ce qui concerne, pour répondre plus particulièrement aux abandons, si quelqu'un en première a choisi les 3 spécialités que nous recommandons, on a recommandé de conserver en terminale SVT et physique-chimie, mais étant donné qu'on met le même poids aux maths, finalement, ça n'a pas pénalisé des profils excellents qui avaient conservé maths et physique-chimie. Vous comprenez bien pourquoi la biologie peut être importante pour des études médicales et vétérinaires, mais on peut y arriver tout à fait sans. Quand on n'a pas suivi cette triplette de spécialités en première et a fortiori en terminale et qu'on a pris d'autres spécialités, comme le dit Soraya, on peut y arriver quand même. Hein, si on a vraiment un profil excellent, les pondérations ne sont pas du tout discriminantes. Hein. Mais il ne faut pas vous cacher que ça représente une minorité quand même parmi les admis, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réussir un concours d'entrée, mais ce qu'on veut aussi, c'est que nos étudiants aient la possibilité de suivre des études vétérinaires jusqu'au bout. La volonté de réduire la durée des études, ce n'est pas pour la remplacer par des redoublements éventuels à cause de difficultés à suivre le programme. Voilà. Oui, il y avait une autre question concernant une inquiétude sur l'origine des étudiants qui étaient recrutés par cette voie au niveau des régions et s'il est possible de réussir le concours post-bac même en habitant Paris. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais vous rappeler que non seulement le concours post-bac s'inscrit à 100% dans la charte Parcoursup, mais bien évidemment, il s'inscrit aussi dans la loi. Et dans la loi, il est interdit en France de faire de la discrimination, qu'elle soit positive ou négative. Donc, il y a des systèmes de pondération qui peuvent être pris en compte, mais à aucun moment on ne va discriminer un candidat en fonction de son origine géographique. Donc, il y a des bonus qui sont donnés, mais qui ne sont pas géographiques, hein, qui sont, Soraya est passée très vite, mais sur l'environnement scolaire, on regarde le pourcentage de mentions très bien du lycée, hein, le pourcentage global de mentions très bien dans le lycée. Ça permet de donner quelques points bonus à des étudiants de bon niveau, mais inscrits dans des élèves dans des lycées moins prestigieux. Mais évidemment, les très bons élèves inscrits dans des très bons lycées ont toutes leurs chances aussi. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Aussi, une question du coup, qui est un peu dans la continuité, est-ce qu'il faut absolument déclarer vouloir faire de la rurale pour avoir une bonne chance au concours? Non, non seulement ça n'est pas l'objectif, contrairement à ce qui a pu être compris, notamment par certains enseignants, etc. Ce concours, il n'est pas destiné à renforcer les étudiants pour les orienter de façon exclusive vers la médecine vétérinaire rurale, ce qui d'ailleurs serait tout à fait impossible parce que beaucoup d'étudiants changent d'orientation de carrière pendant leurs études, etc., et qu'il n'y a aucun engagement pris par ceux qui réussissent le concours post-bac. J'ajouterai en plus que le système d'entretien scénarisé que l'on met en place permet très facilement de détecter ceux qui nous racontent un discours convenu qui ne correspond pas à leurs aspirations personnelles. Donc, c'est vraiment venez comme vous êtes, racontez-nous quelles sont vos aspirations profondes et essayez pas de raconter un discours pour augmenter vos chances éventuelles de rentrée. C'est absolument pas l'objet. De même, une question dans la continuité du passé, ce concours. Est-ce qu'il y a un moyen de se préparer? Est-ce que vous avez des conseils pour réviser et réussir finalement ces épreuves qu'ils vont passer au mois de mars? À vous, Soraya. Oui, alors au niveau des conseils, justement de pas trop préparer, parce qu'en fait déjà ce qui est important c'est d'avoir des bonnes notes pendant son année de terminale. Et donc en fait il y a effectivement pas mal de structures privées qui proposent des préparations. Nous ne recommandons surtout pas ce genre de type de préparation parce que justement,
comment dirais-je, parce que déjà, premièrement, c'est des formations qui coûtent très cher et le concours post-bac, justement, permet, a pour but d'avoir justement des profils différents des autres voies de concours. Et en même temps, vous n'êtes pas naturel, en fait. Ça modifie complètement votre discours. Et nous, on demande justement que vous soyez réellement sincère. Après, ce qui peut vous aider, c'est justement la préparation pour le grand oral du baccalauréat. Mais bien sûr, nous vous recommandons aussi comment dirais-je, de préparer quand même les épreuves de vous-même, d'aller sur Internet, de vous renseigner auprès de vétérinaires, par exemple. Alors, une question également provenant d'étudiants français, donc la nationalité française, mais étudiants à l'étranger, notamment donc aux États-Unis ou dans les pays membres de l'Union européenne. Et ils voulaient savoir, comme le système n'est pas le même qu'en France, quelles seront les matières qui seront prises en compte. Et si voilà, ils doivent passer par Parcoursup, mais est-ce que les matières, comment ça va se passer? Alors, effectivement, si c'est des Français de l'étranger qui passent l'équivalent d'un baccalauréat général, ils pourront effectivement candidater pour le concours. Ces dossiers, comme ils sont très spécifiques, ils seront traités manuellement. Donc, au niveau des matières, les matières qui seront prises en considération seront l'équivalent des matières qui sont regardées donc, pour tous les candidats. Et après, ce qui est aussi important, c'est de bien préciser le système de le système de notation qui est utilisé dans le pays où ils sont. Si vous me permettez, Soraya, en fait, on peut faire une distinction entre les candidats qui sont inscrits à l'étranger dans un lycée français à l'étranger, auquel cas le programme est le même qu'en France et donc il n'y a absolument aucun problème. Les dossiers sont identiques, avec parfois tout de même quand même un système de notation qui peut changer, même dans un lycée français à l'étranger. Donc ça, on le prend en compte évidemment, et ça se fait vraiment manuellement. Hein. Ce n'est pas du tout, comme le disait Soraya tout à l'heure, un algorithme qui gère ça. Et puis, si c'est un candidat éligible, mais qui est inscrit dans un lycée du pays d'origine qui n'est pas un lycée français, eh bien là, effectivement, on regarde un par un toutes les matières, une par une, toutes les matières du dossier. On prend en compte celles qui correspondent aux objectifs et on regarde également le système de notation qui est employé. C'est pour ça que la grille de notation doit parfaitement être décrite dans la fiche à venir de Parcoursup. Et concernant l'admission, si un candidat à l'étranger est admissible, vous verrez que les créneaux pour les visioconférences, elles sont bien sûr, ces créneaux, ce sont les heures françaises, hein, l'heure en vigueur au mois d'avril, donc c'est GMT plus 2, hein, c'est l'heure d'été, mais les créneaux permettent aux candidats qui sont en décalage horaire de se connecter à des heures qui leur obligent pas à se connecter à 3 heures du matin ou des choses comme ça. Il y a toujours des créneaux qui sont accessibles, quel que soit l'endroit où on est dans le monde. Oui, une autre inquiétude aussi par rapport à des cas de moyenne un peu particulières, c'est dans des lycées plus exigeants, des élèves qui s'inquiètent donc du coup de l'écart de moyenne qui est faible entre les différents élèves et qui ont peur, disons, d'être pénalisés par rapport à ça, notamment dans des classes européennes par exemple. Soraya ? Alors, en fait, il ne faut pas avoir peur, franchement, il faut pas avoir peur de ce type de lycée parce qu'en plus, ils sont en règle générale très bien préparés pour les épreuves d'admissibilité. Mais effectivement, on regarde l'écart à la moyenne. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi les notes du bac qui sont prises en compte, donc les notes de français écrit et oral et les notes de spécialité de terminale. Et en règle générale, ces étudiants-là ont de très bonnes notes au baccalauréat. Voilà, pour 2021 et 2022, on n'a pas eu le choix. Les épreuves de spécialité ont soit été annulées à cause du Covid 2021, soit reportées après le mois d'avril pour 2022. Donc,
le plus équitable, c'était quand même bien de rapporter les notes des candidats à la moyenne de leur classe, avec évidemment les inconvénients que ça peut générer. Ça devrait s'améliorer quand même en 2023, puisque pour la première, on continuera de faire ça, mais pour la terminale, on prend les notes du bac. Donc là, c'est les mêmes pour tout le monde. Elles sont harmonisées selon des barèmes de notation qui sont nationaux. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. De toute façon, on a regardé quand même statistiquement sur 2021 et 2022 ce qui se passait. Et en gros, les excellents profils, ils ont été admissibles. Et les épreuves d'admission, ensuite, vous le voyez, elles se font pas sur des critères académiques. Il n'y a pas des épreuves de SVT, de maths, de physique dans les épreuves d'admission. Donc, après, c'est aux candidats de faire valoir leur qualité. Mais comme on ne reprend pas les notes d'admissibilité dans les épreuves d'admission, tout le monde a les mêmes chances. Alors aussi, certains s'interrogeaient sur ce qui est vraiment cet engagement citoyen que vous mentionniez. C'est quoi? C'est donc l'investissement dans des associations, dans des... Voilà. Qu'est-ce que vous mettez derrière? C'est apprécié par le professeur principal ou référent, suivant le nom qu'il prend dans les lycées. C'est évidemment harmonisé dans le lycée par le proviseur ou le directeur d'établissement. Et nous, on ne fait pas de tri là-dedans, c'est-à-dire qu'on suit complètement ce que décide le lycée. Donc, ça peut être un engagement à l'intérieur de l'établissement, ça peut être un engagement effectivement associatif, humanitaire ou quoi que ce soit à l'extérieur. Nous, on fait totalement confiance au lycée et on ne va pas, comment dirais-je, ensuite sous-segmenter la classification qu'il en a faite. Donc, c'est vraiment très, très large dans l'acception. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les lycées fonctionnent et ils le font généralement très, très bien. J'ajoute que dans les études vétérinaires, on continue de valoriser ça, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque école vétérinaire des unités d'enseignement dans lesquelles on demande aux étudiants de faire la preuve qu'ils s'engagent envers la société d'une façon ou d'une autre. Les étudiants se posent aussi beaucoup de questions concernant les lettres de motivation qu'ils pourraient avoir et la valorisation de leur stage, que ce soit sur Parcoursup ou bien pendant les oraux. Alors, je peux répondre si vous voulez, Marc. Au niveau des lettres de motivation, déjà au niveau des stages, il n'y a aucune obligation de faire des stages. Et au niveau des lettres de motivation et des attestations de stage, elles ne sont pas du tout prises en compte. Voilà. Après, effectivement, pour l'admissibilité. Pour l'admissibilité, tout à fait. Et après, si vous faites des stages, vous pourrez les valoriser en cas d'admission lors des oraux. Donc, en fait, la lettre de motivation, elle est en général rédigée après avoir pris connaissance un petit peu des réalités du monde vétérinaire ou du travail avec les animaux. Donc, elle nous intéresse en ce sens qu'elle permet de répondre à l'un des critères que l'on a mis, c'est-à-dire des candidats qui ont une connaissance réaliste des métiers en relation avec les animaux. Mais en revanche, étant donné que c'est un concours assez sélectif, qu'il y a quand même de très nombreux candidats et que la lettre de motivation, elle n'est pas forcément une rédaction totalement personnelle, etc. C'est un choix qu'a fait le jury, hein, les 4 directeurs d'école vétérinaire, de ne pas la prendre en compte pour l'admissibilité. En revanche, ensuite, pour l'admission, étant donné que ça, c'est un des critères qui est évalué, la motivation, hein, dans les entretiens avec les examinateurs, ça va pouvoir servir. Voilà, donc de toute façon, c'est obligatoire sur Parcoursup, donc il faut valider la lettre de motivation et il faut y apporter du soin. Simplement, elle servira au moment de la phase d'admission si on a été admissible. Alors, une question très, très, très récurrente, je ne crois pas qu'on y avait répondu, c'est certains demandent s'il y a une moyenne, voilà, une moyenne demandée, un positionnement dans la classe à partir duquel on peut considérer qu'on a des chances, voilà, ou pas. C'est très difficile de répondre à cette question parce que par définition, ça change tous les ans. C'est-à-dire que on n'a pas mis de barre. Voilà. Si la question est est-ce que vous avez un seuil de moyenne en dessous duquel vous ne regardez pas les dossiers, pas du tout.
on prend tous les candidats et on les classe du meilleur score au moins bon score. Et ensuite, le jury choisit les 840, puisqu'il y en aura cette année 840, vous l'avez compris, admissibles aux épreuves, en prenant les 840 meilleurs scores. Voilà. Maintenant, il est évident que, étant donné le très grand nombre de gens qui sont passionnés pour devenir vétérinaires, et le nombre de places qui, bien qu'il ait augmenté, reste quand même assez inférieur au nombre de candidats, il est clair que les moyennes qu'ont les candidats qui sont admissibles puis admis sont en général excellentes. Mais ça serait vous donner une vérité tronquée que de donner une barre ou un seuil, il n'y en a pas. D'autant que c'est rapporté à la moyenne de la classe. Enfin, jusqu'à présent, c'était rapporté à la moyenne de la classe et ça restera le cas en première cette année. Donc, ça dépend non seulement de la moyenne du candidat, mais également de la moyenne de sa classe. Une question qui revient également, c'est le profil attendu en école vétérinaire, peut-être pour correspondre aux critères de sélection et puis ensuite à la poursuite d'études de ce qu'on attend des étudiants vétérinaires dans les écoles. Là, il y avait une diapo dessus, donc je vous invite à revoir la conférence plus tard, qui sera en ligne sur le site du forum, hein, par l'école d'Alfort. Ou bien alors d'attendre l'ouverture de la plateforme Parcoursup fin décembre. Les vœux n'ouvrent que le 20 janvier ou quelque chose comme ça, mais vous pourrez déjà consulter les formations proposées bien avant. Les critères, donc les attendus sont clairement définis. Mais voilà, on veut non seulement des gens d'un bon niveau scientifique dans les matières d'intérêt, et on veut des gens qui soient capables de réfléchir vite et bien, parce qu'il y a une composante d'urgence dans la médecine vétérinaire, quel que soit le domaine d'activité, où donc il faut être capable de raisonner sainement mais rapidement. On veut des gens qui soient donc agiles intellectuellement. Et puis, on a rajouté, ça c'est plus récent, un souhait de capacité à travailler en équipe, d'empathie, des qualités de communication que jusqu'alors, avec les épreuves des autres voies d'accès, on n'évaluait pas. Donc tout ça est complètement défini dans un arrêté et sera clairement exprimé sur Parcoursup, et vous aviez une diapo qui les rappelait dans l'exposé tout à l'heure. Et j'ajoute, comme l'a dit Soraya tout à l'heure, que ceux qui ont la chance d'être dans des lycées qui commencent très tôt dans l'année de terminale la préparation au grand oral, cette préparation, elle est en général dans ces lycées-là très bien faite. Et il est évident que ça, c'est utile pour se préparer aux épreuves. Alors, une question inhérente avec donc, le système de terminale et de première actuelle, c'est du coup, vous parlez d'une moyenne de classe, mais sachant que maintenant les étudiants effectivement ont différents enseignements, du coup, c'est la note de physique-chimie sera pondérée, donc c'est la moyenne de la classe constituée par les élèves qui ont pris la même spécialité, c'est ça? Vu que le fait dans une classe, il peut y avoir. D'accord. Bien sûr. Et ça, c'est dans Parcoursup, c'est clairement donné. Hein, ça apparaît clairement. Donc, nous, on n'a aucune manipulation spécifique à faire. La plateforme Parcoursup s'est adaptée à la réforme du bac. Quoi qu'on en pense, c'est la loi et donc c'est comme ça. Et donc, c'est évidemment, quand je parle de moyenne de classe, c'est la moyenne de classe, notamment pour les épreuves, pour les enseignements communs, l'histoire géo, etc., c'est la moyenne de la classe de terminale A2, par exemple, si elle s'appelle comme ça. Mais pour les épreuves de spécialité, c'est la moyenne de la classe de spécialité qui peut regrouper des élèves issus de plusieurs classes du même lycée, quoi. Donc, tout ça, on l'obtient automatiquement dans Parcoursup. Je préciserai juste qu'au niveau des notes qui sont prises en compte, c'est bien les notes des bulletins scolaires et pas du tout les notes qui sont indiquées dans la fiche à venir.
Justement, pour revenir sur la fiche à venir, les élèves s'interrogent sur le fait de bien préciser à leurs professeurs de faire des commentaires en lien avec leur engagement citoyen, mais aussi de préciser sur leur fiche à venir des commentaires qui pourraient valoriser la candidature des étudiants. Oui, en fait, plus le dossier est solide, plus il est rempli avec conscience et complétude, à la fois par le candidat qui doit vérifier, c'est après tout des informations qui le concernent, pour des concours qu'il va passer, parce que il y a 10 vœux dans Parcoursup et la plupart d'entre vous n'allez pas formuler qu'un vœu pour le concours post-bac. Hein. Donc plus ça sera complet, mieux ça vaudra. Donc c'est à vous de vérifier ça, mais les lycées le font en général très très bien. Hein. Donc rassurez-vous, en général tous ces commentaires-là sont dûment renseignés et nous on les a. Hein. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et si jamais par exemple à un moment donné dans un système de classement, il y a toujours des ex-aequo. Bah là encore, ce n'est pas un algorithme qui va faire. Il n'y a pas d'intelligence artificielle qui va aller examiner les appréciations. Hein, donc, elles sont regardées par le jury et ça permet vraiment de départager les candidats très facilement. Donc, il faut vraiment veiller à avoir un dossier Parcoursup totalement clean et complet. Et comme le disait Soraya, quelquefois, il y a des lycées qui, on obtient des notes qui sont les bonnes, les vraies notes dans le bulletin scolaire, mais ensuite, il y a des erreurs de transcription quand le lycée doit retranscrire les notes dans la partie de la fiche à venir qui est quantitative. Hein. La fiche à venir, il y a à la fois les appréciations qualitatives dont on parlait tout à l'heure et qu'on utilise, mais on n'utilise pas les notes de matière qui sont dans la fiche à venir. On utilise les notes qui sont dans les bulletins scolaires parce que celles-là, elles sont toujours exactes. Il y a aussi beaucoup de questions qui se rapportent à l'importance de la seconde, mais aussi à pas, comment dire, des erreurs de parcours, mais disons des fragilités au cours d'un trimestre ou d'un semestre, et donc du coup sur l'impact que cela va avoir sur la candidature des étudiants. Alors la seconde, on ne la prend pas du tout en compte, c'est clair, donc on les a dans Parcoursup, hein, les notes de seconde, mais voilà, il a été décidé de ne prendre en compte que les notes de première et de terminale. Quant aux fragilités, le fait qu'on prenne tous les trimestres, donc les 3 trimestres de première et les 2 premiers trimestres de terminale pour les enseignements communs, les épreuves de spécialité du bac pour la terminale en spécialité, fait que s'il y a eu un trimestre avec un coup de mou, mais que ça a été rattrapé avant et surtout après par des notes excellentes, ça n'enlève rien aux chances de rentrer, hein, ça peut arriver. Pareil, si on a par malchance redoublé la première, par exemple, c'est absolument pas discriminant. Voilà. C'est pas possible, par contre, d'avoir redoublé la terminale, puisque dans les conditions d'éligibilité, qui sont, elles, prévues par arrêté, il faut présenter le bac pour la première fois. Donc, mais avoir redoublé la première, c'est éventuellement pas... Alors, si c'est le signe de carence majeure un peu partout, là, ça peut poser problème, évidemment. Mais si c'est un accident de parcours... Alors, je précise aussi que tous les problèmes de santé sont, et c'est d'ailleurs inscrit dans la loi, hein, étudiés, doivent être documentés, mais sont étudiés, évidemment, avec la plus grande attention par le jury et par un médecin référent avec lequel on a contracté et qui examine tous les cas particuliers. Si éventuellement il y a une question. Oui, éventuellement, allez-y, Julie. Éventuellement une question sur comment le déroulé de cette fameuse première année. Donc certains se demandent comment ça se passe, est-ce qu'ils sont remélangés avec des élèves, tout ça. Voilà, parce qu'on a répondu un peu dans les commentaires, mais comme c'est une question qui revient souvent, peut-être y répondre pour tout le monde. Alors cette première année, comme son nom, enfin comme c'est inscrit dans le code rural maintenant, elle est commune aux 4 écoles vétérinaires parce que le programme général de la formation vétérinaire dans son ensemble, il est commun aux écoles, mais par contre, à partir de la 2e jusqu'à la 6e année, il peut y avoir des variations dans le positionnement de telle ou telle matière, tel ou tel semestre, etc.
En première année, ça se déroule de façon synchrone à l'identique dans les 4 écoles. Il est défini, il est décrit sur le site du concours, donc vous pouvez en trouver les grandes généralités sur le site du concours avec les différentes unités d'enseignement ou de compétences suivant le nom que ça prend dans les écoles, le nombre de crédits qui correspondent aux différentes matières. En gros, c'est un enseignement qui est semestriel, hein, avec évidemment de la biologie, de la physique-chimie, un peu de maths, beaucoup moins quand même, et puis d'autres enseignements sur la place du vétérinaire dans la société, etc. Enfin voilà, vous avez tout le programme. L'objectif ici, c'était de présenter le concours, surtout pas la première année, mais je vous invite à aller voir sur le site la description de ce programme. Il y a même un lien vers un Geniali qui le présente un petit peu plus en détail pour ceux que ça intéresse. Et je précise bien que le concours, il est au moment du bac, c'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre en première année commune, il n'y a pas de concours à la fin de la première année. Donc, il faut réussir ces examens pour passer en deuxième année, mais et éventuellement, si on ne les réussit pas tous, parce que c'est inscrit dans le code rural, il faut avoir validé toutes les matières pour passer en deuxième année. Mais si on ne les réussit pas tous, ben, on redouble. Et voilà, il y a quelques redoublants dans chaque école, mais voilà. Et on n'est pas mélangé aux autres étudiants, on est en première année, puisque tous les autres concours, ils arrivent directement en deuxième année. Donc en fait, les autres étudiants, si on réussit le concours post-bac, on est en première année uniquement avec des étudiants de première année, et ensuite on rejoint en deuxième année, là, les étudiants qui arrivent par les autres voies d'accès. Et là, on est tous mélangés, et il y a, les enseignants ne savent plus qui vient du concours post-bac, qui vient du concours A, qui vient du concours B, tout le monde est logé à la même enseigne. Et si on prend par exemple une étude statistique qui a été faite cette année par les enseignants d'anatomie, voilà, sur les résultats en anatomie en deuxième année, ben, je peux vous dire que les étudiants du concours post-bac font partie de ceux qui ont les meilleurs résultats. Donc, vous voyez qu'ils sont très, très bien préparés à suivre les enseignements de deuxième année. Et j'ajoute aussi qu'à partir du moment où ils sont étudiants en première année dans les écoles vétérinaires, ils ont accès à toutes les infrastructures de l'école, donc les salles de simulation médicale, l'hôpital, à condition d'avoir le temps et puis évidemment de pas gêner les déroulements. Mais enfin, ils sont étudiants exactement au même titre que les autres. Et les activités sportives, culturelles, etc., les associations d'étudiants les accueillent à bras ouverts. Bon, Julie, si on a tari un peu les questions, il est 10h40, donc je pense qu'on peut arrêter là. Encore une fois, alors d'abord, il y a une autre session à 13h30 pour ceux qui seraient arrivés très en retard et qui auraient raté le début, parce qu'il y en a eu. Et puis, il y aura une rediffusion sur le site de l'ENVA de l'enregistrement de cette conférence. Et puis, il y a les questions et réponses sur le site du concours, sur la fac que vous a présenté Soraya tout à l'heure. Et jusqu'à présent, les 2 années précédentes, on a répondu à 100% des questions qui ont été posées. Merci Soraya, sur ce site. À condition que les questions portent sur le concours post-bac. Pour ce qui est des questions sur les autres voies d'accès, on renvoie systématiquement vers le service qui s'occupe de ces voies-là, hein, qui est hébergé par l'école AgroParisTech. Voilà, donc merci beaucoup. En effet, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de nouvelles questions sur le chat. Bonne fin de journée à tous. Merci aux étudiants modérateurs. Merci beaucoup à vous d'avoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.